Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Nous sommes le 19 juillet 2022. Vous écoutez l'épisode 149 de French Expat, le podcast de French Morning qui discute avec celles et ceux qui sont partis vivre à l'étranger. Déjà presque 3 ans que le podcast existe et je le disais, près de 150 épisodes publiés et tout autant d'histoires saisissantes, touchantes, passionnantes et même parfois révoltantes que nous vous avons fait découvrir. Et si on levait le voile, en juin 2020, on vous avait déjà proposé de découvrir les coulisses de French Expat en compagnie de Caroline, de Manon et de Charlotte. Au cours de cette même saison, vous aviez aussi rencontré Fanny Cohen, qui gère avec brio le blog de French Expat depuis le début de la saison 2. Et depuis un tout petit peu plus d'1 an, j'ai commencé à collaborer avec Alice Krief. Il s'agit d'une ingénieure du son, elle a travaillé sur des émissions de télé que vous connaissez peut-être comme Les Reines du Shopping, attention les références Alice, et Top Chef, et depuis quelques années, elle se dédie quasiment entièrement au monde du podcast en France. Alice, vous voyez son nom souvent dans les notes et les articles accompagnant tous nos épisodes, mais qui est-ce ? Aujourd'hui, je vous propose de jeter un œil dans les coulisses de French Expat en compagnie d'Alice, notre ingénieure du son. Chaque semaine, Alice travaille avec moi pour créer un univers sonore dans lequel vous pouvez vous plonger afin de ressentir, de recevoir, d'accueillir les témoignages qu'on vous propose. Alors, comment est-ce qu'elle travaille sur le podcast ? Comment est-ce qu'elle s'y prend ? Est-ce que son approche a évolué ? Est-ce qu'elle fait ses bruitages elle-même ? Plein de questions, mais aussi plein de réponses. Salut Alice, comment ça va ? Eh ben ça va super, je suis hyper contente d'être là avec toi ce matin. On va discuter un peu de tout ça et répondre à plein de questions, voilà. Bienvenue dans French Expat. Merci d'accepter donc de passer de l'autre côté du micro. Au moment où on enregistre cet épisode, on fête d'ailleurs l'anniversaire du début de notre collaboration, puisqu'on est toute fin mai. Est-ce que tu te souviens des premières conversations qu'on a eues toutes les deux à propos de French Expat ? Ouais, je me souviens. En fait, c'est marrant parce que, je sais pas si c'est quelque chose que je dois avouer, mais tu avais cette réflexion autour de French Expat de qu'est-ce que je fais, comment je continue. Même tu nous avais même dit que tu voulais presque arrêter au 100e épisode. Et donc est venue cette belle opportunité d'être produite par French Morning. Et donc tu m'as contactée à ce moment-là et tu voulais quelque chose de nouveau, quoi. Comment mettre de la nouveauté après 100 épisodes ? Comment apporter du renouveau et comment faire en sorte qu'on puisse toujours raconter des histoires, mais d'une autre façon. Ça, c'est vraiment la première problématique et la première chose dont on a parlé toutes les deux. Et donc, forcément, on a vu grand. Alors, on a pensé à de la musique, on a pensé à de l'habillage, on a pensé à du format récit, on a pensé à des bruitages, comment vraiment être immergé dans un pays qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, comment faire ressentir en plus des mots de l'invité une vraie immersion sonore. Et ça, c'était nos premiers échanges. Tu avais déjà en plus des épisodes sous la main à travailler pour cette nouvelle saison. Et voilà, nos premiers questionnements ont été autour de quel va être le changement de French Expat avec l'arrivée de French Morning. Et c'est vrai qu'on avait aussi un grand luxe, en fait, c'est que avec l'arrivée de French Morning avec nous pour produire ce podcast, on a eu un budget qui a fait qu'on a pu travailler donc avec des pros comme toi et j'en suis très contente. Est-ce que tu te souviens du coup du tout premier épisode ? Alors le premier épisode, c'était avec Arnaud, donc qui vit en Chine. 这个周末你打算做什么？我打算去看五月天的演唱会。你买好票了吗？买好了，我让我朋友买了2张票。你朋友是在哪里买的？我想跟我女朋友一起去。En fait, les Chinois, pour se dire comment vas-tu, ni chefan lama, c'est en fait littéralement ça veut dire est-ce que tu as mangé en fait. Ils cherchent vrai, pas. c'est excellent. Ouais, ils cherchent pas à savoir si vraiment tu as mangé, si tu as quelque chose dans l'estomac, mais c'est juste une formule de politesse en fait. La nourriture est extrêmement importante en Chine, dans la culture chinoise et donc c'était déjà un sacré défi parce que moi la Chine je ne connais pas trop, je suis jamais allée. Donc l'idée, c'était, voilà, Arnaud nous raconte un peu son expatriation, mais nous partage aussi ses coups de cœur, sa vision des choses en Chine. Donc, c'est vraiment un épisode que je vous invite à écouter parce que c'était particulièrement bien raconté. J'ai vraiment ce souvenir-là de ce côté très récit, très chronologique, très agréable à écouter. Et donc, la question, c'était, voilà, là, l'épisode d'Arnaud, ça va être le premier épisode qu'on va faire ensemble. Qu'est-ce qu'on fait avec cette matière qui est déjà hyper riche? Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner son récit et pas en faire trop?
et quels sont les moyens qu'on a en face de nous. Et la première chose à laquelle on a pensé, c'est vraiment la culture asiatique, la culture chinoise, qu'est-ce qu'elle nous inspire finalement. Donc, ça nous inspire énormément de choses, que ce soit les sonorités musicales, l'ambiance. Je me souviens qu'Arnaud avait vraiment cette particularité d'insister sur le côté grosse ville, un peu de campagne, ou les contrastes en fait dans la région dans laquelle il vivait. Et il fallait qu'on mette ça en avant. De mon côté, j'avais déjà établi une sorte de liste des sonorités que je pouvais utiliser en me référant vraiment à ce que lui, il racontait. Donc, il parlait de la cuisine, il parlait de la campagne, il parlait de son insertion professionnelle en Chine, donc comment communiquer, comment apprendre une nouvelle langue très différente du français. Et tout ça, du coup, voilà, j'ai voulu tout mettre dans cet épisode, que ça soit la langue, la cuisine, les ambiances, la musique, pour faire vraiment une vraie immersion sonore en Chine. Une province magnifique, à la frontière avec Birmanie, Cambodge, etc. Mhm. Et là, le coup de foudre. On découvre des gens qui sont différents. J'ai rencontré aussi des étrangers. Je pense que c'est ça aussi qui m'a plus frappé, c'est découvrir des étrangers qui sont en Chine depuis 10, 20 ans, qui ont fait leur vie ici. Et en fait, c'est ce moment où on réalise que il est possible. Que c'est possible. En fait, et tout à fait. Ouais. De vivre en Chine en tant qu'étranger sans rien connaître de ce pays, c'est possible en fait. Et à ce moment-là, je suis tombé vraiment amoureux de ce pays et j'ai su que j'allais revenir dans ce pays et y vivre en fait. C'est joli, dis donc, cette jolie déclaration d'amour. Je m'en souviens, effectivement. Je crois que l'épisode s'appelle Un Français de Shanghai. Je me souviens effectivement, moi, avoir été complètement scotché par le travail. Et comme tu dis, effectivement, je pense qu'on a essayé d'ajouter de tout. Mais c'était quand même vachement saisissant quand t'écoutais ça au casque. Moi, je me souviens d'échanger justement avec Fanny. On était un samedi après-midi, elle écoutait. Et en fait, on se live commentait, si tu veux, l'épisode en même temps qu'on l'écoutait. Et on était complètement subjugués, quoi. Justement, le travail en fait d'un ingénieur du son, tu nous as expliqué, tu parles d'habillage, de toutes sortes en fait, donc par les musiques, par les bruits. Tu parles, tu n'as pas encore abordé, mais tu fais aussi tout le mixage. Est-ce que tu pourrais nous définir en fait de quoi il s'agit ces choses-là pour des gens qui a priori n'y connaissent pas grand-chose, comme c'était mon cas il y a pas longtemps? La première étape est vraiment technique, étant donné que tous les enregistrements sont faits à distance. Enfin, là, cette nouvelle saison, il y a eu des enregistrements en présentiel, donc on n'a pas cette question-là. Mais pour les enregistrements à distance, il est important de trouver un liant pour que, justement, on ne ressente pas cette différence de son entre ta voix et celle de ton invité. C'est ce qu'on appelle le room tone ou le fond d'air en français. Et c'est une piste qui va venir lier les voix. Ça m'amène à parler d'une chose dont on rigole beaucoup, les oiseaux. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a quasiment toujours des oiseaux en fond des épisodes de French Expats? Alors, moi, c'est pas fait exprès. Enfin, si, c'est fait exprès, justement. Alors, je prends souvent des oiseaux ou un air de campagne ou quelque chose d'assez léger parce que chaque enregistrement est fait donc à la maison et donc chaque maison a sa propre atmosphère sonore. Chaque maison a donc son propre souffle parce que l'air fait du bruit. Et donc, le fait que tout s'entende, que même l'air s'entende, il faut que moi, de mon côté, n'habitant pas chez les invités que tu reçois, je puisse créer un lien entre toutes les différentes pistes. Et ça arrive aussi quand, par exemple, il y a plusieurs personnes dans un épisode. Pour les séries, on en reparlera. Mais quand il y a plusieurs témoignages, il faut que ça soit le plus fluide possible pour que on ne soit pas gêné par une différence de son, qu'on ne soit pas gêné par une coupure qui pourrait s'entendre, etc. Donc, la première étape est plutôt technique, c'est qu'on va trouver un lien. Ce liant, c'est souvent des oiseaux, mais ça peut être aussi un son de café, si l'épisode se prête à ce jeu-là. Je pense par exemple à Alexandra qui était à New York.
Là, c'était plutôt un fond de café. Un petit son comme ça. Il y avait une autre personne qui était là, elle, à Las Vegas. Je n'ai plus son prénom. Emmanuel. Alors là, j'avais plutôt choisi un liant qui était autour du casino, autour de... Voilà, on entendait un petit peu des machines à sous, des gens qui trinquent, etc. En tant que touriste, vous venez ou même pas. Je vous dis ça un peu, moi aussi j'en profite en y habitant. Mais quand vous venez, vous pensez toujours qu'il n'y a que le strip et les jeux d'argent. Bon, déjà maintenant, les jeux d'argent, pour savoir, ça rapporte plus que 30% du chiffre d'affaires de la ville. J'avais lu ça parce que les plus jeunes, en fait, en ont un peu rien à faire quoi, des jeux d'argent. Et ils ont beaucoup de mal, en fait, à intéresser, à part pour aller faire quelques photos, les gens dans les casinos, c'est ça ? Oui, c'est ça, les gens viennent plus pour jouer, ils viennent parce qu'il y a plein de restos. C'est des trucs à visiter, faire la fête, mais... Des restos qui sont étoilés, donc 1 ou 2 étoiles Michelin, les concerts, plein de gros concerts, plein de festivals, les matchs. Il y a quand même toujours un rapport. C'est vrai que les oiseaux, c'est quelque chose de facile parce que beaucoup aiment la campagne, beaucoup nous parlent de la campagne, beaucoup nous parlent de la nature. Donc c'est plutôt facile d'utiliser les oiseaux. Mais tous les oiseaux sont différents, par contre. C'est ce que j'allais dire. Attends, c'est hyper important parce que moi, je rigole aussi de tes oiseaux. Mais ce que tu me disais, c'est que tes oiseaux sont pertinents, en fait, à chaque récit. Ah bah attends, parce que je ne mets pas de perroquet, par exemple, en plein milieu de New York, tu vois. Ouais. Ou alors, je vais pas te mettre... je sais pas, je m'y connais pas trop en oiseaux, mais je sais que, par exemple, j'aime bien quand on part dans des pays un peu asiatiques, ou alors quand on est parti au Congo avec Camille, c'était des oiseaux tropicaux, quoi. Genre Zazou dans Le Roi Lion, tu vois, à peu près. Donc j'aime bien faire cette recherche-là parce que même ces petits fonds-là peuvent nous dire beaucoup de choses. Est-ce que ce sont des endroits où il y a beaucoup de vent, par exemple ? Est-ce que ce sont des endroits où il y a beaucoup d'oiseaux aussi ? Ça nous dit pas mal de choses, surtout que pendant le confinement, voilà, on a beaucoup entendu les oiseaux qu'on n'entendait pas quand la vie était active. Et je trouve que si on pousse un peu le truc... Et c'est pas du tout pour me justifier d'utiliser les oiseaux. Mais moi, je sais pas du tout un reproche. Hein. Mais je trouve que ces ambiances-là nous disent beaucoup, en fait, sur l'ambiance. Pour revenir à l'épisode d'Arnaud, c'est vraiment des oiseaux particuliers. C'est vraiment on sent que c'est très chargé, que c'est presque de la jungle parfois. Il y a des insectes aussi. Voilà, quel genre d'insectes ? On va pas mettre des cigales n'importe où, quoi. Voilà. C'est pour créer vraiment une première base à l'habillage sonore. C'est d'abord de la technique, mais c'est quand même un liant qui va être choisi pour accompagner, qui a du sens pour accompagner l'histoire. Donc ça, c'est pour la première étape. Et la suite ? La deuxième étape, c'est le complément d'ambiance. Alors les ambiances, qu'est-ce que c'est ? C'est des effets sonores qu'on va rajouter pour créer une vraie immersion. Et ça va se travailler en différentes couches parce que chaque plan sonore a une sorte de profondeur. Je prends l'exemple de l'épisode avec Julien, l'athlète à Vancouver, qui est pour moi le plus marquant parce que c'est vraiment là où j'ai détaillé plein de couches différentes. Donc Julien, il nous parlait depuis son île et quand on pense à une île, on pense à plein de choses différentes en termes de son. Donc on imagine déjà une île, ça veut dire qu'il y a la mer pas très loin. Donc c'est les vagues, mais c'est pas que les vagues, c'est aussi le fait que la mer s'écrase sur le sable et ça c'est pas tout à fait le même son qu'une vague qu'on pourrait entendre si on est en plein milieu de l'eau, par exemple. C'est aussi des oiseaux et quelle sorte d'oiseaux ? On a souvent des mouettes ou alors des albatros, mais les deux n'ont pas le même son. Les albatros, ils ont un son un peu plus grave. Bon, ça fait très documentaire animalier ce que je raconte. Mais... Non, c'est super intéressant parce que je connais pas en fait toute ton approche. Et du coup, ça m'amène à une question juste sur cette histoire d'habillage avant de finir cette étape. Tu n'es pas allé dans tous ces pays. Il y a plein de lieux en fait que tu connais pas. Est-ce que tu fais beaucoup de recherches ? Comment est-ce que tu t'y prends ? Alors, je fais beaucoup de recherches, en effet. Par exemple, je regarde beaucoup de documentaires.
Il y a beaucoup de documentaires sur YouTube, de mini-reportages. Alors, c'est soit des gens qui vont directement et qui nous montrent un peu caméra embarquée ce qu'ils voient. Et donc, dans ce cas-là, moi, je peux un petit peu comprendre. Alors, c'est vrai que sur ces vidéos, le son n'est pas top et n'est pas travaillé. Mais les images, moi, m'amènent des idées et me disent, tiens, à cet endroit-là, il y a une plage, mais il y a aussi une rivière. Cette rivière, elle est plutôt proche de la ville, plutôt loin de la ville. Est-ce qu'on doit entendre la ville, justement, au bord de cette rivière ou pas du tout? Je sais pas, est-ce que c'est un endroit où il y a beaucoup de vie ou pas du tout? Enfin voilà, en fait, ces vidéos et toutes ces recherches vont m'aider à comprendre un peu comment est fait le pays ou la ville en question. Et après, c'est vrai que je me fie aussi beaucoup à mes propres ressentis. Par exemple, voilà, le Canada à Vancouver, Julien parle d'une île. C'est assez facile de s'imaginer une île. Et surtout, comment il le raconte, c'est assez facile de se dire que il est tout seul au milieu de cette île. Il parle de cette maison. On comprend un petit peu où il est, on se l'imagine. C'est vrai que moi, je regarde beaucoup de films aussi. C'est ma première passion d'ailleurs. Et le cinéma m'a aussi beaucoup aidé à voyager d'une certaine façon. Quand je regarde le cinéma asiatique, qui est complètement différent du cinéma oriental, du cinéma du Moyen-Orient ou du cinéma européen, tout ça va aussi m'aider dans le paysage sonore que je vais construire. Et donc, c'est toutes ces petites notes que je vais prendre qui vont me dire, là, il faut qu'on soit situé à cet endroit-là. Et par exemple, dans l'épisode de Justine, en Pologne, là, j'ai voulu faire différemment. J'ai intégré une nouvelle technique, l'ambisonique. Donc, c'est en fait, pour être très rapide, la stéréo, ce qui va dans vos casques, c'est 2 canaux et l'ambisonique, c'est 16 canaux. Donc, 16 canaux, ça nous permet vraiment une vraie bulle autour de notre tête. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'insiste et je vous conseille d'écouter nos épisodes au casque ou alors dans de bonnes conditions. C'est vrai que voilà, là j'ai voulu tester l'ambisonique et l'ambisonique, ça m'a permis de développer encore plus cette idée de paysage sonore. Et en Pologne, quand on écoute le récit de Justine, c'est vrai qu'on ne se rend pas vraiment compte d'où on est vraiment. On a peut-être moins d'indices, mais la Pologne, ça nous amène un langage, déjà une langue, qui a ses propres sonorités et qui est très particulière et très différente de notre langue française ou même de l'anglais. Cześć, mam na imię Justine, mam 24 lata, jestem z Francji i mieszkam w Polsce, w Bydgoszczy, gdzie uczę języków. Elle nous donne des noms de villes, donc ces noms de villes vont moi me permettre d'aller faire des recherches. Donc qu'est-ce qu'on entend, quel genre de musique? Alors du coup je suis tombée sur une vidéo où on entend un musicien de rue jouer une vieille vielle, et ça c'est très particulier. Donc ça, il fallait forcément que je l'ajoute, alors soit à droite ou à gauche de votre casque, pour que vous ayez votre balade. Il y a aussi un immense pont dans la ville dont elle parle. Et cet immense pont, voilà, ça amène quoi? Ça amène plein de bateaux, plein de peut-être des pêcheurs, peut-être voilà, des gens qui marchent sur ce pont, plein de belles choses. Et elle nous décrit d'ailleurs la ville comme la Venise de l'Est. Donc exactement. Ça te permet de t'inspirer aussi. En plus, Venise, c'est vrai que j'avais la particularité de connaître par rapport à la Pologne. Et donc, je sais comment est fait Venise. Et j'ai pu me baser sur ma propre expérience en Italie pour pour transmettre et pour reprendre ces mêmes éléments pour la Pologne. Même si ce sont 2 pays complètement différents. Mais les sonorités dans ce côté-là ne sont pas si différentes que ça. Tous ces sons en fait que tu rajoutes, tu les trouves où? Enfin, tu vois, donc je comprends que tu fais des recherches, qu'il y a des musiques, etc. Mais les sons, que ce soit, je sais pas, le bruit du ressac de l'eau, le bruit des oiseaux, puisque les oiseaux sont importants dans French Expat apparemment. Est-ce que, je sais pas, c'est des enregistrements que tu fais en fait toi au cours de ta vie, de tes voyages? Tu enregistres en fait souvent des sons que tu entends autour de toi. Est-ce que tu as accès à des librairies de sons? Comment ça se passe? Alors j'ai 2 sonothèques. J'ai une sonothèque que j'ai récupérée de mon école, parce que j'ai fait une école de cinéma et donc la sonothèque fait à peu près 20 gigas. Il y a plein de choses. Et parallèlement à ça, et c'est vrai que c'est quand même celle que je préfère, j'ai ma propre sonothèque que j'ai construite au fur et à mesure des années.
Alors ça peut être vraiment le son de la mer que j'ai décomposé en plein de sons différents. Ça peut être le son, moi je suis en pleine campagne, donc en termes d'oiseaux, on peut y aller, quoi. Y a plein de choses, le vent, la rivière. Ça, ce sont des sons qu'on peut facilement faire nous-mêmes, que je préfère faire moi-même parce que j'ai vraiment conscience de mon enregistrement. Je sais ce que je vais utiliser. Je connais la qualité aussi de mon enregistrement. Alors, je dis pas que c'est une qualité exceptionnelle, mais le fait de connaître la qualité, ça nous permet d'avoir après plus de maîtrise sur le mix. Mais ça nous permet de pouvoir dire, écoute, j'ai cet enregistrement-là, et je le connais, je vais pouvoir l'utiliser à tel endroit. Après, les ambiances, je les capte tout le temps. Vous avez pu écouter l'épisode avec Nelly, qui est à Londres. Et vu que j'ai eu la chance d'aller à Londres, j'ai pu enregistrer, moi, les arrêts de bus. Et ça, j'ai pu le réutiliser parce que, dans cet épisode, ce qui était important, c'était de marquer un peu le côté british, quoi, l'accent britannique qui est hyper particulier, qu'on n'avait pas beaucoup entendu dans French Expat. Donc les annonces de manière générale, ou même les JT, les pubs, etc. Ça nous donne vraiment une impression de l'accent qu'il y a sur place. J'ai enregistré plein de sons. Pour le côté jungle, c'est vrai que je galère un peu plus. J'ai seulement un enregistrement que j'ai fait quand je suis allée au Costa Rica. Donc, j'ai vraiment qu'un enregistrement avec les oiseaux et avec les singes qui hurlent. Mais vraiment, en fait, ils hurlent tellement fort que c'est difficile à utiliser. Pour tout ce qui est jungle et tout ce qui est un petit peu plus exotique et toutes les choses que je n'ai pas pu visiter ou enregistrer moi-même, je me fie à cette première sonothèque dont j'ai parlé, qui est suffisamment riche. Parce que c'est important de savoir que les bruitages ne sont pas libres de droit. Voilà, on a des droits sur nos enregistrements comme pour tout. Et donc, ça m'arrive des fois de prendre un petit pack et de voir, il y a des packs qui existent sur Internet. Un pack jungle, un pack Far West, je crois que j'avais déjà vu, donc, ou un pack désert, par exemple. Voilà, il y a des packs comme ça que vous pouvez trouver si ça vous intéresse. Il y en a beaucoup et ça nous permet d'avoir vraiment une sonothèque à nous, qui est toujours enrichi tous les jours. Et comme ça, on pioche et on voit les ambiances. Mais c'est vrai que d'un épisode à un autre, l'ambiance sera très différente et on va peut-être en parler du fait que on part beaucoup aux États-Unis dans French Expat et que donc il est un peu compliqué de différencier vraiment une ambiance d'une autre, mais chaque ambiance est vraiment différente. Justement, en fait, c'était une de mes prochaines questions, c'est parler de la singularité des territoires. Effectivement, on reste beaucoup en Amérique du Nord dans French Expat. On essaye aussi de s'intéresser à d'autres territoires du monde. Mais du coup, tu m'as déjà exprimé en fait cette difficulté de montrer la granularité de chaque État, l'identité, de chaque ville, sans pour autant tomber dans les clichés, quoi. Le centre des États-Unis, c'est pas non plus le Far West. et voilà, je trouve intéressant en fait de savoir comment est-ce que tu t'y prends. Surtout que moi, quand tu me demandes mon avis, moi, tout ce que j'aime, c'est le rock classique, l'instrumental, l'acoustique, et tu me dis, Marie-Fleur, on peut pas mettre ça partout. C'est vrai que c'est un vrai challenge. Alors, il y a des coins aux États-Unis qui sont très représentatifs, très sonores, on va dire. Quand on part à New York, moi, ça me fait penser tout de suite à Broadway, donc ça me fait penser à un peu soit au côté un peu comédie musicale ou le côté un peu jazz. Par exemple, l'épisode de Pierre qui nous raconte sa vie à New York. Là, c'était un jazz très doux, surtout que vous étiez à la maison et que c'était en plein hiver, donc il y avait vraiment une atmosphère comme ça à construire. Et le jazz, pas besoin qu'il soit très complexe et très compliqué. Ouais. Un petit piano, je crois qu'il y avait un saxo. Ces instruments-là qui nous rappellent le jazz nous amènent à peu près dans cette partie des États-Unis. Après, il y a un autre cliché dont tu parlais, de la région du Texas, etc. Même l'accent texan est très, très fort. Alors, on n'en a pas eu si, on en a eu avec Emma. Non, pas Emma. Eileen. L'accent texan est très particulier. Là, on est forcément sur un peu de country, mais la country, ça veut tout et rien dire, en fait, parce que ça peut être très bien une guitare sèche, avec quelques arpèges, mais ça peut être aussi vraiment la chanson des cow-boys. Il y a plusieurs nuances, en fait, à la country.
Mais pour le reste des États-Unis, c'est vrai que c'est un vrai challenge. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait, ce qu'on réfléchit, comment on réfléchit, c'est plutôt de se dire, est-ce que c'est vraiment important de dire qu'on est aux États-Unis à ce moment-là, ou est-ce que c'est plus important de parler de l'histoire de ces invités et de l'émotion que nous donne cet épisode-là en particulier? C'est la question et c'est l'interrogation qu'on a eue vraiment sur l'épisode de Charlotte et Jérémy. J'avais fait une première version en me basant vraiment que sur le côté ensoleillé des États-Unis, donc le côté un peu fête, électro, les summer vibes, etc. Et en fait, ça allait pas parce que on était en contradiction avec l'émotion donnée. On était en contradiction avec le parcours que ce couple avait fait, quoi. Donc en contradiction avec les émotions qui étaient véhiculées par l'histoire, quoi. C'était vraiment en contradiction et c'est pour ça on est parti sur la version que vous pouvez entendre aujourd'hui, qui est beaucoup plus soft, beaucoup plus douce, où la musique a une importance uniquement pour marquer des pauses dans le récit, mais la musique en tant que telle avec les instruments, si on parle d'instruments, la musique n'est faite là que pour accompagner. Elle n'a pas vraiment une place à part entière, comme pour l'épisode avec Anne-Claire, par exemple, à Barcelone, où là, la musique, elle a vraiment une sonorité de flamenco, et là, elle nous indique vraiment où on est. Honnêtement, j'ai fait un burn-out. Je le savais pas à l'époque, mais c'est très facile aux États-Unis de trop donner et de faire des grosses journées, des grosses heures. Et j'étais du coup plus du tout satisfait avec mon travail, j'en pouvais plus, j'étais fatigué, mais voilà, je savais pas ce que c'était, mais j'ai réalisé après que j'étais en burn-out total. Comme je pensais que c'était à cause de mon travail que j'en avais marre, on a difficilement pris la décision que je démissionne et que donc je perds mon visa et forcé de rentrer. Et donc forcément au bout de 2 semaines j'ai fait mais en fait non, je serais pas heureux non plus. J'ai fait une grosse connerie, on n'aurait pas dû partir. Je suis partie en dépit parce que c'était mon rêve américain. Donc je l'ai suivi par amour et au bout de 2 semaines il m'a dit j'ai fait une bêtise, on n'aurait pas dû partir. C'est la difficulté qu'on rencontre à chaque fois qu'on part aux États-Unis, parce que voilà, les États-Unis, si on généralise vraiment plus, c'est très la pop folk. Ce que tu aimes, en fait, ce que tu as cité comme styles musicaux, c'est exactement ça. C'est vraiment les États-Unis quand on pense à ces artistes-là, quoi. Un autre truc que tu fais, que tu as beaucoup fait au début et que tu fais maintenant de manière peut-être plus ponctuelle, c'est les bruitages. Je dis que tu l'as beaucoup fait au début puisque en fait, les premiers épisodes qu'on a fait ensemble, comme tu le disais, on a essayé de faire un peu de tout, en fait. Donc, l'épisode, je pense à l'histoire d'Arnaud, à l'histoire de Julie en Alaska, où tu as fait beaucoup de bruitages et tu le disais, tu les as fait toi-même. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des coulisses de la création de ces bruitages? Alors, je pense à Julie qui nous avait proposé aussi un hors-série qu'on avait sorti après son témoignage au cours de la même semaine, dans laquelle elle faisait l'ascension de Denali, qui est un des sommets les plus hauts au monde. Et je pense aussi à Célénie qui nous parlait plus récemment, je crois que c'était en janvier, de sa découverte du Machu Picchu, par exemple. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu fais ça? Parce que j'adore, en fait, cette histoire de bruitage. En fait, quand je pense au bruitage, je suis vraiment en pleine réflexion de l'habillage sonore. Donc, en général, à ce moment-là, j'ai déjà trouvé la musique. Et je vais utiliser les bruitages pour marquer une virgule, en fait, marquer une pause. Et c'est vrai que l'épisode de Julie, j'avais beaucoup aimé le faire parce qu'on était vraiment... donc, c'était l'ascension du mont Denali. Et donc, il fallait qu'on ressente cette ascension-là, qu'on ressente tout ce dont elle nous parlait. Le côté très physique de la montée, mais aussi le côté très enneigé, les difficultés climatiques, etc. Et pour cet épisode, il y a 2 bruitages principaux que j'ai fait pour celui-ci. C'était d'abord les pas dans la neige. Parce que quand je l'ai fait, moi, j'avais pas de neige, donc pas hyper évident. Et ça, c'est quelque chose de très, très facile à faire, que vous pouvez même faire chez vous avec un sac de semoule, un sac de riz. J'avais fait une petite vidéo d'ailleurs dessus.
Mais c'est un truc très facile à faire et je trouve très significatif, quoi. On sait tout de suite que ce sont des bruits de pas dans la neige et que ça a vraiment ce petit grincement ou un petit son qui fait qu'on est vraiment dans la neige. Et à ça, j'avais ajouté le blizzard, comment on appelle ça ? Le vent, la tempête ? Ouais, mais le vent de la neige, tu sais. Un vent particulier qu'on retrouve en montagne et qui est vraiment très significatif. Et ça aussi, je l'avais fait à la maison. Et les deux couplets ensemble, en fait, ça nous amène vraiment une atmosphère particulière. On a vraiment le côté enveloppant de ce vent si particulier et en même temps le côté très ponctuel, très comme si on suivait notre invité en fait avec ses bruits de pas. Et c'est vrai que les bruits de pas, c'est quelque chose de très facile à faire et je trouve un petit peu comme les oiseaux qui nous représentent vraiment l'endroit où on est. Est-ce qu'on marche dans la neige ? Est-ce qu'on marche dans le sable ? Est-ce qu'on marche dans les gravillons ? Est-ce qu'on marche sur du béton ? Est-ce qu'on marche dans la jungle ? Et par exemple, tu parlais de Sélénie et de son ascension dans Machu Picchu. Elle nous parlait beaucoup de marches, les marches à grimper et le bruit d'une marche, une marche après l'autre. Ça fait vraiment un son très particulier. Et donc, voilà, les bruits de pas, un petit peu comme les bruits d'oiseaux ou comme les ambiances, ça nous aide vraiment à amener un peu de la matière et de la présence à l'épisode, en plus du récit. Et il y a un autre épisode auquel je pense, c'est celui de Nicolas, en Afghanistan, où là, j'avais créé des petites virgules, en fait, avec le fait qu'il était dessinateur de BD. Courant 2004, Nicolas rentre en France. Il enchaîne les petits boulots d'illustration en freelance jusqu'au jour où il répond à une annonce qui va l'emmener dans un pays qu'il ne connaît pas, ou très peu, l'Afghanistan. Et après, je suis parti en 2005 en Afghanistan et là, ça a vraiment changé ma vie. Et donc, voilà, là, on a fait des virgules sonores déjà avec de la musique orientale, afghane, etc. Et que j'avais habillé tout ça avec des bruits de papier, des bruits de crayons, des sons. Il y avait aussi des flashs d'appareils photo pour essayer, en fait, de marquer aussi un contraste avec le fait qu'il soit dessinateur en Afghanistan. C'est pas quelque chose de très commun. Et donc, pour moi, c'était important avec les bruitages, marquer un peu plus la personnalité des invités. Et la singularité des histoires et des lieux, exactement. etc. Quoi. Exactement. Première chose cool, c'est qu'on peut apprendre une deuxième langue. Do you know what's special about you? That I can speak 5 languages. Oh, that's pretty awesome. Deuxième truc cool, c'est que l'école, elle peut finir un peu plus tôt qu'en France. Par exemple, la mienne, elle finit à 3h de l'après-midi. Un autre aspect de ton travail et en fait une des innovations, si je puis dire, de ce qu'on a développé ensemble depuis qu'on travaille ensemble, c'est les séries. On a beaucoup de témoignages qui sont, si je puis dire, les épisodes historiques en fait de French Expat, et puis on a des séries, on peut pas en sortir tous les jours parce que c'est un travail très différent, finalement, une approche très différente. Et tout de suite, en fait, tu t'attardais aussi sur la création en fait, de génériques propres à ces séries. Là, au moment où on se parle, on est encore dans la diffusion de la série sur les enfants expats, qui est donc un générique que tu as fait. Tu avais fait un générique sur Should I Stay or Should I Go, sur les couples biculturels, sur les enfants expats et la définition du mot expatrié aussi. Je suis sûre que j'en oublie une. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Et puis à nouveau, en fait, je pense que c'est l'occasion de mettre en avant une partie de ton travail qui est aussi la composition musicale, qui fait
t'es assez incroyable, quoi. T'as beaucoup de talent. En fait, moi, les séries, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Tous ces épisodes vont ensemble et qu'il faut une espèce d'homogénéité, une espèce de... Il faut que ça aille ensemble, en fait. Il faut créer un lien entre tous ces témoignages, même si tous ces témoignages sont uniques et ont leurs propres histoires. Ils ont été quand même mis là pour une raison, entre guillemets. Et la première série qu'on a faite, je crois que c'était sur la peur en avion. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Les consignes de sécurité vont vous être présentées. Nous vous demandons toute votre attention. Welcome on board, ladies and gentlemen. Please pay your full attention to the following safety instructions. Moi, c'est Anne Fleur. Vous connaissez sans doute ma voix car je suis l'hôte et la créatrice du podcast. Je vis aux États-Unis depuis un peu plus de 10 ans. J'ai toujours beaucoup voyagé, à la fois pour le boulot et pour les loisirs. Sauf depuis environ 18 mois. Avec l'arrivée de la pandémie, comme quasiment tous les habitants de la planète, j'ai dû arrêter d'un coup. Comment on construit un générique ? Déjà, qu'est-ce que le titre de la série ? Parce que c'est vrai que le titre ou le thème général, on le trouve assez vite. Que ce soit la peur en avion, les couples multiculturels, les enfants, voilà. Tous ces mots-clés vont forcément nous amener à des idées. Et donc, la peur en avion, qu'est-ce que ça amène ? Forcément un avion, déjà. Et le son d'un avion est quand même quelque chose d'assez particulier. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Donc, l'aéroport, par exemple, l'hôtesse, qui est quand même, encore une fois, un son et une manière de poser sa voix très différente de quand on est en train d'échanger comme ça, en fait. Ouais. Et tout ça, en le mettant ensemble, ça va créer une sorte de rythme, déjà. Sans musique. Vraiment, là, je ne parle pas du tout de musique. Tout ça, mis ensemble, ça va créer un rythme et ça va donner le ton de la série. Ensuite, le son de toi, de ta voix, avec l'introduction, ça va compléter ce rythme. Le son de ta voix, il faut forcément qu'il aille avec les bruitages, en fait. Parce que sinon, on aurait l'impression que c'est un peu comme si deux instruments jouaient ensemble, mais pas sur le même tempo, ou qu'ils ne sont pas accordés de la même façon. Et ça, à l'oreille, même si on ne s'en rend pas forcément compte et qu'on n'y pense pas beaucoup, c'est quelque chose qui peut gêner, en fait. Sans savoir trop ce qui peut gêner, ça peut quand même gêner d'une certaine façon. Et avec tous ces éléments-là, c'est à ce moment-là que je vais penser à la musique en prenant en compte le thème de la série, mais aussi French Expat de manière générale. Parce que c'est pas parce qu'on fait une série qu'on doit sortir de l'identité sonore de French Expat. À ce moment-là, on va créer toute une unité. Donc, pour les enfants, par exemple, j'ai trouvé plein de petits extraits. J'avais trouvé, c'était une vidéo que j'ai trouvée d'une petite qui s'est expatriée en Allemagne, je crois, et qui racontait en fait tous les avantages d'être expat. Je trouvais que sa voix et ça collait bien avec ce côté un peu enfantin, mais sachant qu'on ne voulait pas non plus tomber dans le trop enfantin pour cette série, parce qu'on a eu aussi des adolescents, et que par exemple, Erin et Mila... et même Maë, ils ont tous une dizaine d'années, quoi. Donc, on n'est pas dans l'enfance. Ils sont quand même tous pré-ados. Donc, on ne voulait pas avoir quelque chose de trop enfantin, mais en même temps, on avait quand même cette liberté de dire, de montrer un peu l'innocence de l'enfance, de montrer un petit peu tous les côtés positifs, en fait, de s'expatrier en tant qu'enfant, même si, bien sûr, on a vu des aspects plus négatifs pendant les témoignages. Mais c'était vraiment, jouer un peu avec les sonorités. Étant donné qu'on était avec des enfants, je pouvais un petit peu me libérer de l'identité French Expat pour proposer autre chose de plus rythmé. Ou au contraire, pour la série des couples multiculturels, je pouvais proposer quelque chose de plus lent et peut-être plus rom-com, quoi. C'était vraiment un peu l'idée, avec plein de façons de dire « je t'aime » en plein de langues différentes. Alors, j'avais essayé de trouver plein de façons, plein de langues très opposées. Il y avait de l'anglais, il y avait de l'allemand, il y avait de l'arabe, il y avait de l'espagnol, pour essayer de vraiment représenter ce côté multiculturel. أنا أحبك. Te amo. Love is love. Rakastan sinua. I love you. Ich liebe dich. Watashi wa anata wo aishite imasu. मैं तुमसे प्यार करती हूँ. I love you to the moon and back. On est en février 2022. Hier, c'était la Saint-Valentin. Clairement, on est en plein mois de l'amour. Obichante. Eu te amo. Ti amo.
les séries, de manière générale, elles me permettent de créer de la musique qui va vraiment lier tous ces témoignages ensemble. Quand on a une série, de manière générale, on se base plus sur l'émotion plutôt que sur une destination. Du coup, j'ai pas du tout cette réflexion autour de la destination ou autour de l'empreinte culturelle, etc. Mais c'est plutôt dans l'émotion, dans quelque chose de plus doux, en fonction du coup si ce sont des enfants, des adultes, des couples, etc. Voilà. Et d'ailleurs, tu as participé à une série. Oui. Bah, j'ai participé à celle sur les couples biculturels. Et ça, c'était un challenge aussi parce que je devais habiller ma propre voix, quoi. Ouais. Tu nous as parlé donc du coup en profondeur de l'habillage, et la deuxième grande composante finalement de ton travail, en tout cas sur French Expat, c'est aussi le mixage. Tu veux nous définir en quelques mots juste ce que c'est ? Bien sûr, le mixage, c'est vraiment la partie technique de mon travail. Ça sera vraiment que des paramètres techniques à appliquer, mais en fait, le but du jeu, c'est que quand je te livre la version 1, ça soit vraiment une version que tu pourrais publier sur toutes les plateformes. C'est souvent le cas d'ailleurs. Que ça soit la version finale. Et donc, le travail consiste déjà à faire en sorte que toutes les voix s'entendent bien, soient bien intelligibles. C'est vrai qu'avec l'enregistrement à distance, on a souvent des enregistrements très différents d'un épisode à un autre, etc. On fait forcément avec les moyens du bord. Mais le but premier du mixage, c'est de faire en sorte que toutes les voix soient bel et bien intelligibles. Et donc, après ça, une fois que tout est propre, on va mixer donc la musique et toutes les ambiances. Et le but du jeu là, c'est que tout soit harmonieux et que tout s'entende à peu près de la même façon. Et que si vous écoutez au casque ou dans la voiture ou sur un téléphone, vous puissiez profiter d'une même expérience en fait pendant l'écoute de l'épisode. Et donc, le mixage, ça va être vraiment que des paramètres techniques. On va nettoyer les voix, harmoniser les volumes, faire en sorte qu'à ce moment-là, la musique soit plus ou moins forte. Quand il y a une émotion particulière, on va peut-être baisser un peu plus la musique, par exemple, laisser l'émotion prendre un peu plus de place. Ou quand il y a une pause dans le récit, là, on va laisser la musique prendre plus de place dans l'épisode. Quand il y a des bruitages aussi, qu'est-ce qu'ils font là, ces bruitages ? Est-ce qu'ils ont besoin d'être plus ou moins forts ? Il y a aussi quelque chose qu'on a intégré au fur et à mesure des épisodes de cette nouvelle saison, c'est les vocaux que nous envoient les invités. Est-ce que je peux mixer un petit peu ces vocaux qui sont souvent faits au téléphone ? Donc, est-ce qu'on comprend bien ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu trop de vent ? Est-ce que je peux enlever ce trop de vent des fois qu'on a dans les micros ? Est-ce que c'est très intelligible ? Le mixage, c'est aussi savoir si on garde ou si on garde pas. On a eu un épisode avec des vocaux où il y avait beaucoup de vent ou alors c'était très bas. Tout ça, on ne peut pas garder. Et surtout, c'est pas intelligible, comme tu le dis. Les tout premiers épisodes de French Expat, le mixage fait maison, j'y connaissais rien. Et c'est vrai que même moi-même, si tu veux, des fois, t'étais en voiture. Je trouve qu'en voiture, c'est un peu le test ultime, savoir si c'est entendable, si on le comprend, si on n'a pas besoin d'ajuster le son toutes les 2 secondes. Et c'était ça, quoi. C'était t'écoutais une personne, tu montais le son. Puis t'avais l'autre qui arrivait, ça te défonçait les oreilles, il fallait que tu baisses à fond. Enfin, c'était pas, voilà. Et là, en fait, tu permets de rendre l'expérience même d'écoute en fait beaucoup plus agréable. En fait, le mixage, et ça, c'est quelque chose que j'explique souvent, c'est qu'il est bien fait quand ça s'entend pas, quoi. Ouais, quand on sort vraiment du travail de l'invisible. C'est ça, et c'est vraiment quand c'est bien fait, quand on n'a plus vraiment l'impression d'écouter un podcast. Souvent, on se déconcentre pendant une écoute parce qu'il y a quelque chose qui nous a perturbés. C'est un peu comme quand on se balade en forêt et qu'on entend quelque chose au loin qu'on n'arrive pas à identifier, on a tendance un peu à s'inquiéter. Parce qu'on n'arrive pas à dire ce que c'est, et donc du coup on se déconcentre et on profite plus vraiment de la balade. Un podcast, c'est un peu ça aussi, parce que si par exemple pendant mon écoute j'entends quelque chose qui me perturbe ou quelque chose qui n'avait pas avant, ou je sais pas, quelque chose qui me dérange, je vais être déconcentrée et je vais perdre donc le fil de l'épisode et perdre le récit, quoi. Donc c'est vraiment ce travail-là d'ajuster tous les sons, la musique avec la voix, la musique avec les ambiances, les bruitages, est-ce qu'ils sont pertinents ou pas. Et c'est aussi une dernière écoute finale. Est-ce que je pourrais le publier tel quel, cet épisode, ou alors est-ce qu'il y a des petits ajustements, ou alors est-ce que
voilà, est-ce que finalement cette musique est pertinente ici ou pas. Ça nous permet aussi des petites retouches. Voilà. Mais alors, nos épisodes sont pas courts. Généralement, c'est à minimum une trentaine de minutes et on est quand même en moyenne plutôt plus proche de 45-50 minutes. C'est quand même un boulot du temps long. Enfin, je veux dire, quand tu réécoutes et tu réécoutes et tu réécoutes. Est-ce que tu as une idée à peu près de combien de temps tu passes sur un épisode? Je sais pas, enfin, je sais que tu travailles pas 24 heures sur 24 dessus, mais c'est quand même l'affaire de quelques semaines généralement. Je pourrais pas te donner un horaire ou un chiffre exact, mais parce que je décompose vraiment les étapes. Et c'est pour ça que ça peut prendre plusieurs jours, parce que tout ce travail de recherche, je vais vraiment le faire dans une journée, par exemple, faire mes notes, prendre mes sons, faire ce qu'on appelle en fait un séquencier. C'est vraiment de noter les sons que je pourrais utiliser pour cet épisode. Mais après ça, je vais pas attaquer le montage tout de suite parce que ça peut prendre un peu de temps et j'ai besoin d'avoir une pause, de revenir avec les oreilles fraîches, entre guillemets, pour me dire, est-ce que mon choix était pertinent? Est-ce que je vais finalement l'utiliser ou pas? Pour expliquer aussi, toi, tu me livres un montage, donc tout est déjà monté. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'alternance entre ta voix et celle de ton invité, tout est monté. Il y a souvent l'extrait qui est mis au début. Il y a souvent l'enchaînement entre extrait, introduction et début de l'épisode. Donc tout ça est mis en place. Et donc moi, ça me permet d'avoir une structure. Donc je sais que cet extrait-là va être utilisé sur les réseaux sociaux, mais va être aussi ce qui va démarrer l'épisode. Donc, il faut forcément qu'il y ait un impact. Et c'est souvent à ce moment-là que je détermine vraiment le style musical que j'ai envie d'utiliser pour l'épisode. Et une fois que j'ai tout habillé, etc., je le laisse un peu réfléchir tout seul dans son coin. Et je reviens, alors, soit une journée, soit 2 journées après pour le mix, pour vraiment avoir pensé à autre chose entre-temps et avoir les oreilles, encore une fois, neuves pour écouter l'épisode et pour pouvoir le mixer. Parce que c'est vrai que le mixage, c'est vraiment que de la technique. Et normalement, quand on attaque le mix, on n'est pas censé revenir en arrière. Mais bon, c'est possible que pendant le montage, il y ait des petites choses à revoir, etc. Et c'est pour ça que j'ai besoin de ce temps-là de pause. C'est plutôt des temps de pause, quoi. C'est pour ça que je peux pas vraiment dire combien de temps je passe, mais c'est un travail que j'étale beaucoup sur le temps parce que j'ai vraiment besoin de ces temps de pause entre les différentes étapes. On m'a souvent demandé en fait comment est-ce qu'on travaille ensemble. Je peux en dire 2 mots. On a un espace sur Slack sur lequel on crée. Slack, c'est un logiciel une espèce de messagerie instantanée, mais qu'on peut classer par thème, par chaîne. Et on a une chaîne par épisode. Les gens qui travaillent avec moi savent que je change l'ordre des épisodes très régulièrement. J'aime bien avoir beaucoup d'avance parce que je suis un peu une stressée comme ça, mais j'aime bien aussi essayer de trouver des opportunités de réagir à des choses qui se passent. Je pense à l'épisode avec Guillaume en Ukraine. Les épisodes généralement sont à peu près prêts à être publiés entre 6 et 8 semaines avant la publication effective. Et Guillaume, finalement, en 10 jours, je t'ai demandé est-ce que tu as la bande passante pour le sortir et on l'a remonté. Je pense à l'histoire de Jérôme aussi, qui était pris par le temps, qui risquait de se faire expulser du pays, des États-Unis, et qui vivait avec son fils à Los Angeles, qu'on a aussi essayé de remonter pour lui donner une chance d'être entendu pendant qu'il en avait encore besoin, quoi. Bon, là-dessus, c'est quand même super agréable, c'est que tu es super réactive. Et on a ce fameux document Excel avec la liste de toutes les saisons, avec toutes les étapes en fait qu'on essaie de suivre sur chaque épisode. Et je pense que je te donne un peu de fil à retordre quand même avec mes changements. Et c'est pas changer pour changer, mais c'est généralement change l'ordre pour essayer d'alterner, je sais pas, alors les destinations, même si je sais qu'on fait beaucoup d'Amérique du Nord, mais justement pour, je sais pas, si j'ai 4 épisodes sur l'Europe, j'essaye de les insérer, enfin sur l'Europe, sur d'autres territoires, j'essaye de les
alterner avec d'autres, ajouter un peu de diversité, si les histoires, bien sûr qu'aucune histoire n'est exactement la même, mais justement que les angles soient pas trop proches les uns des autres de semaine en semaine. Des fois aussi, je sais pas, il y a quelque chose qui est complémentaire, il y a quelque chose qui se transforme en série après coup. Enfin bref, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Mais je pense que je te rends un peu, comment on dit, chèvre, parce que du coup, forcément, on a eu 2-3 ratés, c'est rien de bien grave, mais on a les petits extraits qu'on met à la fin en fait des épisodes comme teaser de l'épisode suivant, où des fois, forcément, en fait, à force de changer 12 fois dans le mois, c'est pas forcément le bon extrait qui est derrière. C'est vrai que je pense de mettre... de dire à quel point l'ordre n'est pas juste... c'est pas le premier enregistré, le premier servi, quoi, le premier publié, quoi. Ouais. L'ordre a vraiment son importance et c'est vrai que moi, ça me dérange absolument pas, même si, bon, des fois, c'est un peu dernière minute, mais bon, c'est OK, c'est complètement OK. Mais pour dire que ça a vraiment... que tout est pensé, quoi. Dans French Expat, et moi c'est ça que j'apprécie aussi parce que avoir de l'avance, ça fait énormément de bien et qu'on peut vraiment penser l'épisode tranquillement. Il y a forcément quelques épisodes qui doivent tomber en fonction de l'actualité et forcément on doit penser autrement et s'adapter, mais c'est assez rare et on a quand même le temps en général de bien penser les épisodes, et c'est vrai que moi de mon côté j'ai ce luxe de pouvoir prendre mon temps pour les habiller, pour penser l'immersion sonore de l'épisode en question, et c'est un vrai luxe vraiment, et l'ordre des épisodes, je pense que c'est important d'en parler parce que tout est vraiment pensé, que ça soit Guillaume en Ukraine, que ça soit les Français, les élections, que ça soit Jérôme, comme tu le disais. Il y a toujours une cohérence et c'est ça que j'aime bien, c'est que tout est vraiment pensé du début jusqu'à la fin et qu'on a vraiment le temps de faire les choses. Cool, donc tu vas pas nous lâcher de sitôt. Non, pas encore. Alice, techniquement, est-ce que tu saurais nous dire, je sais qu'on travaille dur sur tous les épisodes et tout, c'est absolument pas un jugement de valeur par rapport aux épisodes, mais est-ce qu'il y a un épisode, je sais pas, sur ton travail particulièrement dont tu es le plus fier ? J'aime beaucoup les deux qu'on a fait sur l'Afghanistan, Paul et Nicolas, parce que ce sont moi des sonorités que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup. Et je suis fière de ces deux-là. Et en fait, je suis fière des épisodes où j'ai pu transmettre une émotion grâce à une musique locale. Voilà, là, on partait en Afghanistan, j'allais pas mettre n'importe quelle sonorité. En Pologne, j'allais pas mettre n'importe quelle sonorité, mais en même temps, il fallait transmettre une émotion, et je suis assez fière de ces recherches, quoi, et de mes trouvailles, entre guillemets. Donc, je dirais les 2 épisodes sur l'Afghanistan et peut-être soit celui de Justine en Pologne ou de Guillaume en Ukraine. Est-ce que tu te souviens d'un épisode qui t'a donné particulièrement beaucoup de fil à retordre, qui n'était pas évident techniquement ? Le premier, que je pense, c'est encore une fois celui de Guillaume en Ukraine. Parce que quand tu me l'as envoyé, on était vraiment en plein dans l'actualité de la guerre en Ukraine. Et dans cet épisode, on allait parler de la guerre en Ukraine et de comment ça se passait. Et donc, il y avait un jeu à faire entre l'émotion à transmettre et le factuel, quoi. C'est-à-dire que là, on avait la chance d'interviewer un correspondant français en Ukraine. On voulait du factuel, vraiment comment ça se passe, et pas de tomber dans le trop-plein d'émotions pour essayer de garder une espèce d'objectivité tout le long de l'épisode. Mais en même temps, Guillaume nous parle quand même de l'Ukraine comme un endroit qu'il aime et comme un endroit qui nous fait un peu visiter l'Ukraine d'une certaine façon, et il fallait qu'on le ressente aussi. Et donc, il fallait trouver une bonne musique avec des sonorités, les sonorités qu'on pourrait retrouver, mais en même temps, on avait choisi de mettre des extraits de vidéos où il était vraiment confronté à cette actualité-là. Donc, il fallait vraiment jouer avec tout ça. Donc, en parlant d'habillage, c'est vraiment celui qui m'a demandé peut-être le plus de travail en termes de recherche. Après, techniquement parlant, je me souviens pas d'un épisode qui soit si compliqué que ça, à part celui où tu étais dans un café et qu'il y avait les ventilateurs. Ah, avec Charlotte. Avec Charlotte, voilà.
Je sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, ce que je me dis, c'est que je suis contente d'avoir réussi à tenir le choc, parce que ce que je dis dernièrement, en tout cas à ma famille, à ma belle famille, c'est que si on était arrivé en janvier 2020, on serait rentré. Je pense que j'aurais pas réussi à surmonter. Tu peux pas rencontrer personne. Je peux y rencontrer personne. Même si les Français t'arrivaient quand même à te voir un petit peu avec la pandémie, rencontrer des nouvelles personnes, je pense que quand même ça aurait été difficile. Heureusement qu'on est arrivé 1 an avant. Je suis assez, ça fait un peu prétentieux, mais assez fière de le chemin parcouru. À titre personnel, est-ce que tu saurais me dire, je sais pas, quel est l'épisode qui t'a le plus touché ? Le plus touché, je pense que c'est celui de Flavie à Vancouver. Moi, je m'attendais à rien du tout parce qu'en vrai, j'avais surtout besoin de partir de Paris plus que d'arriver quelque part. Parce que moi, mon but, c'était de partir de enfin plus être dans l'attente en France et de me dire oui, mais ça sera mieux, ça sera mieux ça, puis machin, puis c'est moi, et de me rejeter la faute. C'était ça y est, j'avais pris les choses en main, j'étais partie et en fait, j'avais gagné que je reste, parce que tout le monde m'a dit oui, mais si tu restes, si t'as un coup de blues et que tu rentres dans un mois, genre c'est pas grave parce qu'en fait je suis partie parce que c'était ça mon objectif, c'était ça mon challenge. J'ai beaucoup aimé parce que elle m'a touchée parce que je me suis beaucoup retrouvée en elle, en fait. Et que du coup, j'ai pu beaucoup m'identifier. Ça m'a pas touchée. Je sais pas comment décrire ça. C'était assez particulier comme épisode, mais c'est vrai que je me suis beaucoup retrouvée dans ce qu'elle a dit. Bon, moi, j'ai pas encore, j'ai pas sauté le pas. Je suis pas encore une French expat, mais ça risque d'arriver. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi découvrir ces histoires parce que je les utilise un petit peu comme une bibliothèque de ressources. Je me dis, voilà, elle a eu tel problème avec telle chose, ou alors elle a été très contente de telle chose, etc. Et c'est vrai que celui de Flavie, il m'avait particulièrement touchée parce que je me suis beaucoup retrouvée et que c'est totalement ce que je pourrais faire, quoi. Ah, c'est génial. Donc, ce genre de parcours. Merci beaucoup. Tu nous as dit un peu donc ce que tu aimes dans ce podcast et je t'en remercie. Est-ce que on peut se tourner un peu vers le futur ? Je sais pas, qu'est-ce que tu lui souhaites ? Je sais pas, en termes de contenu, en termes de choses que tu vas écouter ou qu'est-ce que tu souhaites, je sais pas, pour la saison 4 qui est en train de se préparer actuellement ? Je lui souhaite que des bonnes choses, évidemment. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire, énormément de thèmes à aborder, énormément de choses et je lui souhaite vraiment de grandir dans ce sens-là et de se diversifier encore plus. Là, il y a eu cette nouveauté des séries, mais pourquoi pas une nouvelle nouveauté, quoi, un nouveau format pour ce podcast, alors que ça soit peut-être quelque chose de un peu documentaire, des formats longs de documentaires, ou alors pourquoi pas des espèces de courtes chroniques, tu vois. Enfin, je lui souhaite de découvrir encore de nouveaux formats à explorer autour du voyage. Je suis sûre que c'est vraiment, en plus d'être un podcast qui plaît par son immersion et par le fait qu'on voyage, je suis sûre que ça peut aussi être un réel outil, en fait, pour comprendre les Français à l'étranger. Un outil qui pourrait être tourné pour... je sais pas, à destination de l'éducation nationale, par exemple, à destination, là, on a fait les Français et les élections. Cet épisode est clairement un outil pour essayer d'améliorer les choses et pour rendre les élections plus faciles pour les Français à l'étranger. Je pense que cette saison 4 va peut-être permettre à ce podcast d'élargir son audience et voilà, de prendre ce rôle d'outil, quoi, et voilà. Là, vous vous demandiez comment les Français à l'étranger vont voter ou pourquoi ils ne vont pas voter. Écoutez cet épisode-là, vous avez toutes les réponses qu'il vous faut. Maintenant, c'est à vous de faire, quoi. Génial. Merci beaucoup, Alice. Pour terminer, tu travailles sur plein de podcasts français. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton travail à toi, puisque tu as aussi ton propre podcast, Memento. Tu nous as parlé aussi de ton premier amour qui est le cinéma et qui est aussi ton tout premier podcast avant Memento. Est-ce que tu veux nous
nous en dire quelques mots si on veut retrouver ton travail? Je partage beaucoup sur ce podcast sur mon propre Instagram qui est Les Belles Fréquences, ou alors sur mon site internet qui est normalement dans la description de cet épisode. Lesbellesfréquences.com. Lesbellesfréquences.com, exactement. C'est un podcast que j'aime beaucoup travailler, c'est autour de l'histoire et du devoir de mémoire. Ce sont des sujets que je voulais explorer depuis longtemps et que j'explore à travers de la fiction, des courtes chroniques ou d'une forme de série documentaire. Et je parle en fait de ces événements oubliés, je parle de l'importance de se souvenir et de ne pas oublier les événements qui nous entourent. Et c'est surtout pour moi une façon de faire plein de choses, en fait, de créer de la musique, des bruitages. Je fais pas beaucoup d'interviews, mais j'ai pas mal de voix qui participent à ce podcast, donc ça, c'est vraiment très cool. Et le premier podcast que j'ai fait, il s'appelle Hors Champ, et c'est un podcast sur le cinéma où je parlais déjà, en fait, de ce côté fait réel et de ce côté histoire, les cinémas inspirés de faits réels. Un format complètement différent, c'était vraiment mes premiers pas dans le podcast. Et donc voilà, ce sont mes deux projets, mes deux objets, mes deux créations. Je continue de créer sur Memento et voilà. C'est super chouette. Je mettrai les liens des podcasts en question dans les notes de l'épisode. Alice, est-ce que tu as un petit mot de fin pour nous? Je vous invite à découvrir les épisodes de French Expat si vous ne l'avez pas encore fait, à les écouter dans les meilleures conditions possibles, au casque, de profiter de ces immersions-là. On passe pas mal de temps dessus, mais c'est toujours un vrai plaisir de découvrir tous ces parcours si différents, toutes ces destinations. Et voilà, je peux que vous encourager à les écouter, à les partager, à découvrir toutes ces séries et à nous donner aussi vos idées sur la suite. Parce que on a pas mal d'idées déjà, enfin surtout toi. mais c'est toujours hyper enrichissant de pouvoir échanger avec ceux qui nous écoutent et d'avoir de nouvelles idées. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Alice. Merci pour tout ce que tu fais. Merci à toi. C'était trop chouette. Et voilà pour cette plongée dans les coulisses de French Expat en compagnie d'Alice Krief, qui est un peu la magicienne, vous l'aurez compris, qui agit derrière le rideau. Dans cet épisode aujourd'hui, vous avez entendu parler de plein d'idées, de recommandations, de suggestions, de potentielles nouveautés pour la suite. Et n'hésitez pas, si tout ça, ça vous parle, à nous faire part en fait de vos préférences, de ce qui vous tenterait, et même encore plus si on n'en a pas parlé aujourd'hui. On est tout oui. N'hésitez pas à nous écrire directement sur Instagram @FrenchExpatLePodcast ou sur notre site internet www.frenchexpatpodcast.com. La semaine prochaine, c'est moi qui vous retrouve pour un exercice qui est pas facile, puisque je vais vous parler de mon expatriation. On écoute un petit extrait. La question, je crois que j'ai reçue qui m'a le plus troublée. Dis-nous. C'est ma maman. C'est vrai? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta maman? Quand on est expatrié depuis 15 ans, est-ce qu'on est expatrié pour toujours? Oh, t'as envie de chialer, là. Ouais, exactement. Parce que c'est hyper difficile, en fait, quand j'ai réalisé la série Should I Stay or Should I Go, j'étais en France, j'avais le Covid, j'étais enfermée dans ma piole. Et j'avais qu'une envie, c'était rentrer en France. C'était rester, quoi. C'était pas retourner là-bas. C'était un peu difficile. Et puis finalement, on a pris la décision de faire ce compromis, de rester encore quelques années et de rentrer après. Je suis vachement en paix avec... Depuis qu'on a décidé, en fait, depuis que j'ai réussi à faire dire à mon mari que on rentrerait vivre en France dans quelques années. Mais à la question, est-ce qu'on s'est expatrié à vie? Je pense que dans des familles comme les nôtres, toi et moi, on a des schémas assez similaires. Bah oui, d'une certaine manière. Même quand on rentrera en France, nos enfants sont binationaux. Toi, tu vas bientôt être binationale. Je suis devenue américaine parce que j'aime ce pays aussi, en fait. Parce que ce pays m'a offert plein de trucs. J'ai vécu toute ma vie d'adulte ici, en fait. Ouais, c'est ça. Donc ouais, je pense que on aura toujours cette double composante. On sera toujours entre ces deux pays, entre ces deux cultures, entre ces deux continents. Ça vient avec son lot de défis et de difficultés parfois, mais je pense que c'est hyper riche et que c'est super chouette et c'est pour ça que je suis restée. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Encore merci à Alice pour son travail. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à mardi prochain pour mon histoire. Ah non, par contre, l'autre, elle gratte. Elle gratte rien, je te jure.
Il y a des matins comme ça. Mais je pense qu'elle le fait exprès. Elle a vu le micro, elle a fait vas-y, je vais gratter. Ah, tu veux faire des bruitages? Eh ben, les voilà, les bruitages. Il n'y a pas de raison pour que moi, je ne sois pas dans l'épisode. Mais t'as bien raison. Elle s'appelle comment? Rosalie. Bon, bah Rosalie, bienvenue. C'est la première fois que j'ai un chat dans French Expat. Que c'était vraiment... Oula, je tape. En fait, je parle beaucoup des mains, j'en mets partout. Faut que je range mes mains.